Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors, je suis un peu en infraction. Le truc, c'est que je bois un café. Et ça, j'ai pas encore trouvé. Alors, je devrais aller boire le café chez moi. Je suis hors la loi. Alors, après, c'est ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire que là, vous voyez, attendez, je vais m'asseoir. Voilà, je vais m'asseoir sur le petit carré de jardin qui est à côté de mon immeuble, vous voyez. Donc là, on va considérer que je suis en distanciation sociale suffisante. C'est vrai qu'ici, il y a certaines heures de la journée, là, le soleil tape, à part là où je suis assis. Donc c'est vrai que la plupart du temps, aux heures de fin de journée, vers 5h, il y a pas mal de gens ici. Ça s'est mis à jouer au badminton, vu qu'on peut plus aller sur les vrais terrains. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir limite une sorte de concentration de personnes. Alors, on va dire que, voilà, ça c'est le masque, voilà, ça c'est le mode, vous voyez, le mode complet. Mais effectivement, je vais me mettre un peu à l'aise si vous voulez bien. Même bon, si jamais je me fais reprendre, on verra. Je voulais parler aujourd'hui de la faillite de l'État centralisé français. Donc ici, vous voyez, je vais refaire parce que je ne l'ai pas vraiment fait en fait depuis le début. Très très rapidement, la Thaïlande, écoute, on a longtemps dit ils truquent leurs chiffres, ça peut pas être vrai, il peut pas y avoir aussi peu de cas, alors c'est comme en Chine. Est-ce qu'ils diminuent un peu les chiffres, ça j'en sais rien, mais le fait que la tendance soit globalement bien moins importante qu'en France, ça c'est une certitude, et aujourd'hui certaines études commencent à peut-être prouver que le climat y est pas pour rien. Après, au niveau des mesures concrètes, pratiques que j'ai pu moi vivre, expérimenter depuis le début, c'est aussi qu'ils ont réagi de manière, je dirais, plus rapide, plus forte et plus adaptée, avec encore une fois, depuis le début, les masques. Voilà, ça on n'a jamais eu de rupture de stock, et je vais y arriver. Sur l'histoire de l'État centralisé, c'est complètement lié. Et encore une fois, ici, le jour où il y a eu 300 cas, donc on peut les accuser de mentir, sauf que là où je trouve que c'est pas très logique, c'est que tout le mois de février, ils ont tenu. Le mois de février, c'était comme si on était épargné, si vous voulez. Il y avait 5 cas par-ci, 10 cas par-là, on finit le mois à 50. Donc jusque-là, il n'y avait pas de mesure qui ressemble à, pas de fermeture, pas de confinement. Malgré tout, déjà depuis fin janvier, puisque depuis fin janvier, ça arrivait en Chine et qu'il y a des touristes chinois pas mal ici, depuis fin janvier, il y avait des prises de température dans les lieux publics. Il y avait du gel hydroalcoolique dispersé de plus en plus largement. Dans ma tour de bureau, dès fin janvier, il y avait en bas de l'ascenseur des distributeurs de gel hydroalcoolique. Et début février, je me suis très rapidement retrouvé en minorité dans le Skytrain, c'est-à-dire j'étais peut-être dans les 10% qui ne portaient pas de masque. Parce que j'étais déjà un peu influencé par le discours européen comme quoi ça sert à rien. J'étais un peu dans ce discours, faut pas céder à la panique, mais ici ils portaient tous des masques dès le début du mois de février, et je m'y suis assez rapidement mis, parce que le jour où vous êtes dans les 10% qui en portent pas, vous finissez par en mettre un. Voilà. Donc voilà, ça c'est la Thaïlande, et début mars, petite accélération du nombre de cas, à barre de 30, 100 une journée, on était arrivé à 300 cas, fermeture des restaurants, fermeture des shopping malls. Vous voyez, en France, on a attendu 5000 cas pour prendre des mesures à peu près similaires. Le surlendemain, à 1100 cas, c'était forte incitation à rester chez toi. Donc il n'y a jamais eu de confinement aussi strict que chez vous, ce qui permet globalement aux gens de continuer une activité à peu près normale quand ils ont à le faire. Ça permet d'aller faire ses courses sans avoir à donner un papier à la police, vous voyez, ce que je trouve aussi plutôt pas mal. Mais c'est assez bien respecté, la ville est quand même, toute l'activité du pays est au ralenti, et je ne minimise pas l'impact social qui est fort. On voit ici se multiplier les distributions de repas gratuits. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, et surtout dans les secteurs du tourisme. Donc voilà, c'est pas la fête en Thaïlande, mais je veux dire, d'un point de vue rigueur et décentralisation, parce que la Thaïlande est un État assez centralisé, mais on voit ici beaucoup de pouvoir donné au gouverneur, là, au moment de prendre des mesures de confinement, etc. C'était beaucoup de pouvoir au gouverneur. D'ailleurs, on a vu des restrictions sur la vente d'alcool ici, quelques jours avant le Nouvel An Thaï, qui a été quand même décalé. Il faut imaginer, le Nouvel An Thaï ici, c'est plus que Pâques chez nous, c'est leur Noël si on veut, c'est un peu leur Noël et leur Nouvel An à la fois, c'est vraiment très très important culturellement. Mais cette année, ils n'ont pas fêté, et il n'y a pas eu de discussion, on fête pas. Voilà, donc d'habitude ils se jettent de l'eau, c'est des fêtes pendant 3 jours, tout le monde est bourré dans la rue, c'est vraiment, personne ne travaille, là, pas de son crâne cette année, voilà, et pas de discussion, mais pour être sûr que les mecs le fassent pas,
il y a eu interdiction de vendre de l'alcool. Et justement, les durées d'interdiction variaient d'une province à l'autre. Il faut dire que, vous voyez, en France, on imaginerait difficilement des lois différentes d'une région à l'autre. Donc on y arrive. Bon, Radio Thaïlande, un petit mot sur la Thaïlande, un peu normal. Mais donc là, je pense que cette crise, on est déjà quasiment à l'heure de certains bilans, même si c'est loin d'être fini. Mais le premier bilan, c'est vraiment la faillite de l'État centralisé. Donc sur les masques, ça éclate au grand jour, si vous voulez. C'est vrai que j'ai vu un extrait dans une émission, j'ai vu une émission télé, je regarde plusieurs bouts d'émissions par-ci par-là sur YouTube, qui m'a réellement estomaqué. C'est un pharmacien qui expliquait, moi je peux avoir des masques quand je veux, il suffit que j'en commande, c'est pas un truc rare, etc. Mais on nous interdit d'en vendre. Et c'est bien ça le truc. Ça rejoint moi quelque chose qui m'est arrivé il y a un peu au début de la crise ici, début mars, il y a une nana qui est agente immobilière que je connais qui s'était remis dans le business de masques. Alors ils se sont tous mis sur le business de masques ici, vous voyez, ils sont assez adaptables. Alors ça, ils étaient tous à vouloir vous vendre des masques. Bon, il se trouve que j'en avais, et puis surtout qu'elle proposait des quantités astronomiques. Elle m'avait envoyé un message, elle disait j'ai 50 millions de masques à Suvarnabhumi, c'est l'aéroport, prêt à exporter partout dans le monde. Vous voyez, c'était ça la situation. Et moi je voyais à ce moment-là en France qu'on disait mais il n'y a pas de masque. Sauf que je savais déjà, parce que j'avais entendu, c'est que l'État avait pris, si j'ai bien compris, une espèce de monopole sur le masque. Et effectivement, personne n'avait le droit d'acheter ou de vendre des masques. On n'avait pas le droit de faire du commerce de masques. C'était réservé à l'État. Donc vous vous retrouvez dans une situation où il y a des produits, il y a même des gens dont c'est le métier, les pharmaciens en l'occurrence disent c'est notre métier, on sait faire, laissez-nous faire. Laissez-nous vendre des masques. Ah non. Vous voyez, ça c'est un exemple vraiment ultra révélateur de la faillite d'un État centralisé qui veut s'occuper de tout mais qui en est incapable. L'État devrait donner des directives. J'ai toujours été pour un État stratège. Voilà. Mais l'État stratège, il n'est pas acteur. Si je dois prendre une métaphore de foot, l'État, ça doit être l'entraîneur, mais en France, l'État, il veut être entraîneur et joueur, vous voyez. Et donc, ça ne marche pas, parce qu'il ne sait pas jouer, le mec. C'est une brêle. Il tire à côté. Enfin bref, je ne vais pas pousser la métaphore. L'État devrait dire, voilà, urgence sanitaire, toutes les pharmacies doivent mettre la priorité sur les masques. Limite, je sais pas, moi, je veux dire, vous n'avez le droit d'ouvrir que si vous en avez des masques. Vous voyez, un truc comme ça. Vous n'avez pas de masque, vous êtes fermé. J'exagère un tout petit peu, mais ça devrait être ça l'idée. Il devrait y avoir une incitation forte dans certaines directions. Voilà, c'est les règles, l'État, c'est la loi. Mais pas l'action. Les mecs, arrêtez. Maintenant, j'espère que vous allez en prendre conscience. C'est fini. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut arrêter d'essayer de faire. Vous êtes nuls en exécution. Je vous parle l'État. Et les hôpitaux, ça l'a montré aussi. Dans les hôpitaux, puisque j'ai entendu plusieurs fois, là j'ai pas été lire des recherches originales ou j'ai pas été sur le terrain, vous en doutez, mais il semblerait quand même que la crise a poussé les docteurs, les médecins à reprendre le contrôle de leurs hôpitaux, qui jusque-là étaient de plus en plus sous contrôle de bureaucrates administratifs qui leur demandaient des résultats par plus orientés financiers. Et que ça a assez bien marché. Donc j'espère aussi que cette crise sera un révélateur de l'inefficacité d'un État trop centralisé, de se dire que ça marchait au XVIIIe siècle. Voilà, l'État centralisé, fort, et du coup ça allait quand on allait faire la guerre, quand il n'y avait pas Internet, quand en plus l'État globalement contrôlait les réseaux de communication. Donc en fait, effectivement, à cette époque-là, être centralisateur, ça marchait pas trop mal. Mais aujourd'hui, c'est fini. Voilà, il faut arrêter avec cette volonté d'un État tout puissant, et là ça va se continuer avec les volontés à croire que l'État va résoudre tous les problèmes, à tout payer derrière. Je terminerai finalement rapidement en rappelant à tout le monde que l'État c'est vous, voilà, il ne faut jamais oublier ça, l'État c'est vous, quand l'État paye c'est vous, voilà, l'État ce n'est ni plus ni moins que vous tous, voilà. Donc les gens qui oublient ça, et on oublie beaucoup trop ça en France, c'est quand même un petit peu dommage de croire en espèce d'État, vous voyez, qui serait quelque chose un peu comme Dieu, quoi, qui ne dépendrait pas des lois matérielles, ni financières, ni de rien d'ailleurs, qui serait tout puissant. C'est pas vrai. L'État, c'est vous tous. Au prochain épisode, je me propose d'essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui peut encore être sauvé du modèle français, je dirais de l'esprit français, oui, parce qu'aujourd'hui cette crise c'est quand même honnêtement, et vu de l'extérieur plus que tout, c'est vraiment très dur, hein, c'est de voir la France dans un piteux état, surtout ses institutions, parce que les Français sont remarquables, c'est ça, hein, les soignants, etc. Bon, je suis pas trop du genre moi à faire ce genre de l'œilhaïus, mais je dois reconnaître que moi-même je me suis mis à la place
j'ai essayé humblement de me mettre à la place des soignants. J'ai totalement conscience, malgré ma relative précarité, hein, aujourd'hui j'ai encore mon boulot, je suis encore payé. Ça semblerait pas trop mal se passer parce qu'aussi je participe activement à essayer que ça se passe bien. Je bosse 50 heures par semaine, hein. Je suis de 10h à 20h à mon bureau à faire que bosser. Voilà. Je suis pas du tout en mode c'est les vacances, j'en profite, je vais me faire payer par l'État. Moi, si ma boîte va dans le mur, je suis sans emploi, je suis sans aide sociale, je suis à la campagne, dans la belle famille de ma femme. J'ai pas très envie d'y aller parce que c'est quand même pas trop mon monde, même s'ils sont très gentils. Ce serait vraiment une situation je dirais, le plan catastrophe, donc que j'essaie d'éviter. Mais donc malgré ma situation qui est pas, voilà, je me bats toutes les semaines pour essayer de sauver le business, ma boîte, mon job. Enfin c'est pas ma boîte, mais la boîte pour qui je travaille. Et malgré tout, voilà, mes conditions, effectivement, on l'a déjà dit, voilà, mes conditions de vie, et j'ai pas d'enfants trop âgés à la maison. Enfin pas du tout d'ailleurs, avec une femme, une belle fille de 16 ans, un appart de 70 mètres carrés, de la verdure, du beau temps, un pays dans lequel les choses se passent plutôt pas mal, en tout cas où le climat est apaisé. C'est quand même pas dramatique. Mais là, vous voyez, je me suis un tout petit peu perdu. Je voulais en arriver sur, excusez-moi, une journée de café. Donc le fait que moi, ça se passe pas trop mal. Vous voyez, oui, que j'ai eu des pensées pour les gens, voilà, qui sont en première ligne, les soignants, les infirmières, les caissières, voilà, tous ces gens-là. J'ai jamais été un gilet jaune parce que j'ai jamais trop forcément adhéré à leur approche. Et puis il y a pas mal de trucs. Mais en revanche, un fervent partisan de la revalorisation des métiers manuels, on peut inclure les infirmiers là-dedans, j'ai toujours été dans cette direction. Donc là, bah oui, effectivement, ils prouvent qu'on a besoin d'eux, on les remercie, ici aussi finalement, hein, je peux aussi remercier les infirmières taille, les jardiniers qui continuent de faire leur boulot, les ouvriers sur les chantiers, voilà, tous les gens qui n'ont pas le loisir comme moi de se mettre en télétravail, voilà. Donc merci à vous, merci à eux, et pas merci à l'État centralisé. Bonjour, bonsoir, bonne nuit et à la prochaine.